à tous. Donc, nous allons aujourd'hui assister à la soutenance de thèse de M. Jérémy Levallois, qui a réalisé sa thèse de doctorat dans le cadre de l'ANR Digital Snow, gérée par David Curjoli et sous la direction de David Curjoli, directeur de recherche au CNRS, et de Jacques-Olivier Lachaud, professeur à l'Université de Savoie. Le jury, outre les deux directeurs de thèse, est composé de Pierre Aliez, directeur de recherche à l'INRIA, Éric Andrès, professeur à l'Université de Poitiers, le rapporteur, et les examinateurs Yann Gérard, maître de conférence à l'Université d'Auvergne, Simon Masnou, professeur à l'Université de Lyon 1, et moi-même, donc Nicolas Passard, professeur à l'Université de Reims. Voilà, vous avez donc 45 minutes pour vous exposer vos travaux. Alors, bonjour à tous, et déjà je vous remercie nombre du jury d'avoir bien voulu évaluer mes travaux de thèse, et à vous tous d'être présents pour assister à ma soutenance. Alors, je vais vous présenter mes travaux de thèse, donc effectués sous la direction de David Curjoli et Jacques-Olivier Lachaud, au laboratoire l'IRIS et l'AMA. Durant ces un peu plus de 3 ans et demi de thèse, je me suis intéressé sur les estimateurs différentiels en géométrie discrète, avec application à l'analyse de surface digitale et plus particulièrement en microstructure de neige dans le cadre de l'ANR Digital. Donc, je parle de géométrie discrète, surface digitale, mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut représenter numériquement un objet réel, donc par exemple ce lapin. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, celle que vous avez probablement tous déjà vue, on peut le représenter sous la forme d'un maillage triangulaire. Donc, en fait, c'est un ensemble de triangles. Ces triangles, on a des informations topologiques, on peut se déplacer sur toute la surface. Par contre, on n'a pas directement d'informations volumiques. On ne sait pas comment le maillage triangulaire est à l'intérieur. Une autre façon de faire, ce sont les nuages de points. Donc là, on a un ensemble de points qui sont situés à la surface de l'objet. On n'a pas d'informations topologiques, on ne sait pas comment se déplacer d'un point à un autre. On n'a pas non plus d'informations volumiques. Une troisième façon de faire, ce sont les données digitales. C'est ce dont nous allons nous intéresser. Donc ici, nous représentons l'objet en ensemble d'éléments discrets, donc alignés sur une grille à coordonnées entières. On a des informations topologiques, on peut se déplacer sur la surface, et on a également des informations volumiques. On sait comment est l'objet à l'intérieur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment on choisit ces modes de représentation de données. Première, c'est souvent en fait imposé par le système d'acquisition des données. Donc, par exemple, certains scanners laser vont nous donner directement un nuage de points, tandis que d'autres, comme la microtomographe avec X, peuvent nous donner directement des données digitales. Ensuite, ça dépend de ce que l'on veut faire de la donnée. Par exemple, si on veut faire de la visualisation, on va plutôt s'intéresser au maillage triangulé, puisque les cartes graphiques en fait attendent des triangles. Donc nous avons des données digitales. Donc comme je viens de le dire, c'est un ensemble de pixels en 2D ou de voxels en 3D à coordonnées entières sur une grille, donc Z2 ou Z3 en 3 dimensions. Chaque point désigne s'il est à l'intérieur ou pas de l'objet. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Quelque chose à considérer, c'est qu'on a forcément un bruit arithmétique à la surface, même si l'appareil de capture est très performant. C'est ce qu'on voit ici. On a un effet d'escalier qui apparaît. Donc pourquoi utiliser des données digitales? Donc, comme je l'ai dit, c'est le résultat direct des scanners. Donc nous, dans notre cas, c'est le microtomographe à rayon X. Mais tout simplement, un appareil photo numérique va nous donner des données digitales, donc un ensemble de pixels. Donc, on n'a pas envie de rajouter un biais supplémentaire en convertissant cette donnée-là dans un autre modèle de représentation de données. Ensuite, un avantage, c'est que les calculs sont faits en arithmétique exacte, puisque nous sommes sur des coordonnées entières. Un autre avantage, c'est qu'il existe de nombreux algorithmes qui sont définis sur des données digitales et dont nous allons utiliser, c'est ce qui va nous servir pour prouver des choses sur les estimateurs que l'on va définir. Je reviendrai là-dessus un peu. Donc, dans le cadre du projet Digital Snow, qui regroupe le Centre d'études de la neige, donc de Météo France, le l'IRIS et l'AMA, le but c'est de comprendre comment les microstructures de neige évoluent en fonction des conditions climatiques extérieures et également des phénomènes intrinsèques aux microstructures de neige.
En fait, quand la neige se dépose sur le sol, par exemple dans le cas de la neige sèche, elle va avoir une représentation. Donc elle va avoir beaucoup de facettes. Donc si on regarde comment évolue cette neige, elle va avoir tendance à diminuer ses facettes et à avoir des courbes beaucoup plus lisses. Donc ça, on connaît les équations physiques qui sont derrière. Par contre, on aimerait bien le vérifier. Donc c'est ce que l'on va faire ici. On va essayer de retrouver numériquement ce que l'on observe. Et donc pour ce faire, on a besoin de faire des prélèvements de microstructures de neige. Donc on va les numériser à l'aide du microtomographe Arénoïs, donc la chose en rouge que vous avez là. Et ça va nous donner ce genre de données-là. Donc là, pour de la neige, je vais partir sur le monde. Voilà. Ici, on a des microstructures de neige sèches, fraîches, donc qui viennent d'être déposées, donc avec beaucoup de facettes. Et ce que je vous disais, sur la même chose, mais avec un délai de temps après qu'il soit posé, donc moins frais. On a beaucoup moins de facettes, on a des effets beaucoup plus lisses. Donc c'est sur ce genre de données-là que l'on va interagir. Donc pour la neige donc, se transforme au cours du temps, et on va essayer de simuler cette évolution-là, l'équation de dérivée partielle, et en fait la courbure moyenne intervient dans ces équations-là. Donc moi, ma contribution à ce projet-là, c'était de fournir des estimateurs de courbure moyenne qui fonctionnent sur des données digitales. Donc là, c'est les résultats que vous avez là, mais je reviendrai un peu plus loin. Un point important, c'est qu'on veut que la mesure de courbure moyenne soit fiable, puisque ça rentre en compte dans des équations un peu plus globales. Et donc, un moyen de prouver la fiabilité de la mesure, enfin de l'estimation, c'est la convergence asymptotique. Donc là, en gros, je vais vous résumer ce qui est marqué là. C'est pour, on a un objet discret, donc cet objet-là par exemple. On va estimer quelque chose dessus. Donc là, globalement, on peut estimer par exemple l'air de cet objet-là. Et ce qu'on voudrait, c'est que si on a une meilleure approximation, une meilleure discrétisation de notre objet, donc par exemple ici ou ici, ce qu'on aimerait, c'est que la mesure que l'on fait tende vers la mesure attendue, donc l'air de cet objet-là. Donc si on arrive à le prouver, c'est-à-dire que plus notre objet est raffiné, plus l'erreur va tendre vers zéro. L'erreur d'estimation va tendre vers zéro, donc on va se rapprocher de ce que l'on attend. Donc ça, c'est la propriété de convergence asymptotique, comme ça paraît évident, mais il faut le prouver mathématiquement. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour des estimateurs locaux. Donc là, on va se baser sur le bord de l'objet. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un biais entre le bord de notre objet euclidien et notre bord discret. Donc, on veut faire exactement la même chose. On veut prouver que l'estimation sur notre bord discret converge vers ce que l'on attend sur l'objet euclidien. Donc, si on arrive à borner cette erreur-là pour tous les points de la surface, on peut dire que la convergence est uniforme. Donc là, je vais détailler un peu ce que je vais vous présenter par la suite. Dans un premier temps, nous allons voir l'estimation de la courbure en 2D et en 3D. Ensuite, je passerai rapidement sur la version sans paramètres de ces estimateurs de courbure. Ensuite, nous allons utiliser l'estimation de la courbure pour détecter les points caractéristiques sur des objets 3D. Et enfin, j'appliquerai tous ces estimateurs-là sur les microstructures de neige dans le cadre de l'ANR Digital Center. Estimons la courbure. Alors, la courbure, c'est un invariant géométrique des courbes et des surfaces. Donc, on peut voir ça en fait comme l'accélération de la courbe, donc la dérivée seconde de la courbe. Également comme la variation d'angle entre la tangente et un vecteur. Mais encore plus visuel, en fait, on peut voir ça comme l'inverse du rayon du cercle inscrit à cette courbe-là. Donc là, vous en avez deux exemples. Donc on prend l'inverse, on a la courbure. En 3D, ce qu'on va faire, on va prendre des plans orthogonaux dans la direction de la normale, donc ce que vous avez là. Ces plans vont intersecter la surface en deux courbes, et sur ces deux courbes-là, on va pouvoir calculer la courbure. Donc là, c'est ce qu'on a là. Donc là, on a la courbure des deux courbes dans les plans orthogonaux, et si on fait la moyenne de ces deux courbures, ça nous donne la courbure moyenne. Si ces plans sont alignés dans les directions principales de courbure, alors les courbures de ces deux courbes s'appellent les courbures principales.
et le produit des deux courbures principales donne la courbure gaussienne. Donc il existe énormément de façons d'estimer la courbure, parfois même de s'y approcher. En fait, la difficulté, c'est on veut estimer des formes différentielles sur des objets qui ne sont pas différentiels, sur nos données. Ici, j'ai fait juste une sélection des méthodes les plus représentatives dont on a les preuves de la convergence de l'estimation. Donc sur le maillage strangulé, la tendance générale, c'est plutôt d'analyser ce qui se passe localement sur les sommets. Sur un nuage de points, on va essayer d'approcher polynomialement la surface et du coup de récupérer la courbure avec ça. Le problème, c'est que la précision de l'estimation, elle dépend beaucoup de la qualité du maillage ou du nuage de points, et aussi les contraintes avancées pour les preuves de convergence, de stabilité, c'est la même chose, ne sont pas vraiment compatibles avec nos données digitales. Il existe bien sûr des estimateurs définis sur des surfaces digitales. Là, on va avoir plus tendance à essayer de reconnaître des objets sur le bord de la forme, comme des segments ou des arcs. D'ailleurs, les arcs de cercle, c'est assez évident, puisque si on a l'arc de cercle, comme le rayon du cercle oscillateur est relié à la courbure, on peut récupérer la courbure de cette façon-là. Le problème ici, c'est qu'il n'y a actuellement aucun estimateur de courbure dont des preuves de convergence sont apportées en 3D. Il existe aussi des méthodes un peu plus génériques qui ont des adaptations dans les trois modes de représentation de données, comme la mesure de convergence des sinus de Voronoi ou alors la théorie des varifolds. Pour la première partie, c'est pour les VCM. En fait, ils vendent surtout l'estimation de la normale. Le calcul de courbure, en tout cas sur les données digitales, n'a pas encore été. Il n'y a aucune preuve de convergence dessus pour l'instant, et c'est pas si simple que ça au final. La théorie des varifolds, il y a une grande théorie justement derrière. Par contre, ça nécessite d'être exploré en pratique sur nos données. Donc les contributions que je vais vous expliquer ici, c'est on va apporter, donc là les trois premières lignes, un estimateur de courbure en 2D, de courbure moyenne en 3D, de courbure principale en 3D, qui vont nécessiter un paramètre, un rayon, et dont on apporte les preuves de convergence théorique, mais également expérimentale. Donc pour l'estimation de la courbure en 2D, ça existait déjà, il y avait déjà des estimateurs convergents sur les données digitales. Par contre en 3D, ça n'existait pas, donc c'est une nouvelle, c'est ce qu'on apporte à la communauté. On a aussi les variantes sans paramètres, et ça je reviendrai un peu plus tard. Donc rentrons dans le vif du sujet. En fait, si on centre une boule sur le bord de l'objet, et si on regarde l'intersection entre cette boule et la forme, en fait, l'aire de l'intersection a un lien avec la courbure. Là, c'est ce qu'on voit ici. C'est connu depuis quelque temps, et en fait, on peut l'obtenir par approximation de Taylor de morceaux de la surface. Donc la surface qui doit être connexe à bord C2. Donc Postman l'a formalisé en 2007 dans son papier, mais en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut estimer la courbure juste en prenant l'aire de cette intersection-là. Et en fait, cette façon de calculer la courbure, elle converge quand le rayon de la boule, R, tend vers 0. Le problème, c'est qu'un rayon qui tend vers 0, en fait, ça n'a pas vraiment de sens en géométrie discrète. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, nous, avec un ensemble de points discrets, on n'aura plus assez d'éléments. Donc il va falloir adapter ce type d'estimateur-là. Donc dans un premier temps, là, je vais dérouler le flot de preuves pour l'estimation de la courbure en 2D. Je ne vais pas détailler en 3D, mais en fait, ça va être la même démarche. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à estimer l'aire de l'intersection entre la boule et la forme. Ensuite, on va définir un estimateur de courbure 2D qui utilise cette estimation de l'aire. Et enfin, on va voir que notre estimation de la courbure n'est pas exactement sur le bord de l'objet euclidien. En fait, on est sur le bord discret. Donc, il y a un bout qui va s'introduire et qu'il faudra considérer. Donc pour calculer l'aire sur des données digitales, en fait, il y a une façon de le faire très simplement, juste en comptant le nombre de points discrets à l'intérieur. Bien sûr, il faut le mettre à l'échelle avec le h au carré. Et en fait, cette façon de compter l'aire, c'est assez simple, mais en fait, ça marche bien, puisqu'il y a des preuves de convergence sur cette façon d'estimer l'aire qui sont apportées. Donc
la convergence étant, enfin, l'erreur de l'estimation est en haut de h bêta, h étant la taille d'un pixel. Donc plus on va raffiner notre objet, donc plus les pixels, enfin le pas de discrétisation va être fin, donc plus l'erreur en haut de h bêta va tendre vers 0. En sachant que bêta est égal à 1 dans le cas des convexes et peut être amélioré avec de nouvelles contraintes sur le bord. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc nous, on va calculer l'intersection entre la boule et la forme. Donc ce qu'on va faire, on va compter le nombre de points. Donc là, à gauche, en compte, on a 12 points. En sachant que le pas de discrétisation h est égal à 1, ça nous donne une estimation de l'air de 12. À droite, notre objet a une meilleure discrétisation, on est à h égale 0,5. En compte le nombre de points, il y en a 50, ça nous donne une estimation de l'air de 12,5. En sachant que l'air attendu est environ de 12,9. Donc là, ce qu'on voit avec les mains, c'est que ça converge vers la valeur attendue. Parce que là, on l'a montré de manière formelle, donc en réutilisant les résultats précédents. On sait que l'estimation de l'intersection entre la boule et la forme, juste en comptant le nombre de points, converge vers la bonne valeur avec une erreur en haut de h bêta, r de moins bêta, r étant le rayon de la boule. Donc première étape, c'est fait. Deuxième étape, on va définir l'estimateur discret. Donc on réutilise la formule précédente, sauf qu'on intègre notre estimation de l'air. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, dans l'exemple de gauche, on avait une estimation de l'air qui était de 12. Si on développe du coup, ça nous donne une estimation de la courbure au point X qui est environ égale à 0,237. À droite, on a une meilleure estimation de l'air, et ça nous donne une estimation de la courbure au point X de environ 0,182, sachant que la valeur attendue est 0,133. Donc là aussi, on voit que ça va converger avec les mains, bien sûr. Alors, la preuve formelle est dans le manuscrit, bien sûr, que ça va converger vers la valeur attendue. Une troisième étape, ce que je disais, c'est on est sur le bord digital de l'objet, pas sur le bord de l'objet euclidien. Donc il va y avoir un biais qui va se faire, il nous faut en fait un lien qui va lier X, donc sur le bord de l'objet, avec X chapeau sur le bord de l'objet discret. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on peut prouver que l'erreur de positionnement liée au bord discret est bornée par O de H alpha prime, avec alpha prime qui est égal à 1 dans notre cas, et qui peut être amélioré si on arrive à mieux approcher le bord euclidien. Troisième étape, c'est bon. Donc on a les trois erreurs qui apparaissent, et le but du jeu, c'est de les minimiser. Donc là, il y a trois erreurs. La première liée à l'estimation de la courbure avec l'aire de l'intersection entre la boule et la forme. Le deuxième lié à l'estimation de l'aire en comptant les points. Et la troisième, le positionnement. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que le seul paramètre sur lequel on peut jouer, c'est le rayon. Et le rayon, si on le diminue dans le premier terme d'erreur, il va augmenter sur le second. Donc on a des erreurs contradictoires. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de minimiser toutes ces erreurs-là. Donc on va paramétrer le rayon avec K H puissance alpha, ici. Et K étant une constante, H le pas de la grille. Et on va essayer de trouver le alpha qui va minimiser ces trois termes d'erreur-là. En fait, on se rend compte que si on prend alpha égale 1 tiers, c'est là où les trois termes d'erreur vont être minimaux. Et c'est là où on va pouvoir borner notre estimation de la courbure en haut de h 1 tiers. C'est ce qu'on a là. Donc là, toute la preuve et les démonstrations sont dans le manuscrit. Là, je n'ai pas le temps de les détailler. J'ai oublié de dire un truc important, c'est que là, on a choisi que le rayon était en K h puissance 1 tiers. En fait, c'est toujours valide vis-à-vis du développement de Taylor de la surface, qui disait que le rayon devait tendre vers 0. Là, il tend toujours vers 0, puisqu'il est paramétré par le pas de la grille, H, qui tend vers 0. Et c'est aussi bon sur des données digitales, parce qu'en fait, il ne va pas tendre trop vite vers 0, puisqu'il est paramétré également par le pas de discrétisation de la grille. Donc il est valide des deux côtés, c'est pour ça que ça marche avec nous. On peut trouver des choses. Je vais passer rapidement, donc on peut faire la même chose avec la courbe en moyenne. Là, ce qui change, c'est qu'on ne va pas calculer l'aire de l'intersection entre la boule et la forme, on va calculer le volume.
En fait, ça va être exactement la même démarche de preuve. Et on peut comme ça borner l'estimation de la courbure moyenne juste en comptant le nombre de points à l'intersection entre la boule et la forme en haut de h inter lorsque le rayon en KH puissance critique. En fait, on peut faire la même chose avec les courbures principales. Alors là, ce ne sera pas le volume que l'on va considérer, le volume de l'intersection, mais on va considérer les moments. Donc les moments, on peut les calculer facilement avec des données discrètes. En fait, ça va être juste une somme des positions, des points à l'intersection. On va sommer des x, des y et des z, que l'on va mettre bien sûr à l'échelle. Ces moments-là, donc on aura des moments d'ordre 0, de 1 et 2, on va les intégrer dans une matrice de covariance. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On va juste sommer des positions et on va les mettre à l'intérieur de la matrice. Et en fait, si on prend les valeurs propres de cette matrice de covariance, donc lambda 1 et lambda 2, ça nous donne des informations sur les courbures principales. Et donc on pourra en extraire les courbures principales. Donc c'est ce qu'on a là, kappa 1 et kappa 2. Les vecteurs propres de cette matrice de covariance-là nous donnent des informations sur les directions principales de courbure, ici, et ainsi que la normale. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a prouvé la convergence de l'estimation des directions principales, des courbures principales, en haut de h un tiers lorsque R est égal à KH puissance inter. Pareil, je ne compte pas les détails, tous les détails sont dans le manuscrit. On a aussi des preuves sur les directions principales de courbure et sur la normale. Donc là, visuellement, je vous montre les résultats. Donc là, ça c'est la donnée qu'on a montrée, donc un octaflore. Donc on a beaucoup de marches d'escalier qui apparaissent, ce qui est logique. Et ici, on calcule la courbure moyenne et la courbure gaussienne. Donc déjà, ce que l'on peut voir, c'est que, en tout cas, visuellement, ça semble très robuste, en sachant que là, derrière, il y a plein de marches d'escalier qui apparaissent. Le calcul a l'air assez stable. En bas, ici, nous avons le calcul des normales, et ici, les directions principales de courbure. Et là, en fait, c'est encore plus visible que la qualité de l'estimation, parce que ce que l'on voit, c'est que les directions principales de courbure sont très bien alignées, en sachant que derrière, voilà, la géométrie est en escalier. Donc c'est très stable, et ça donne de très bons résultats. Alors on ne peut pas juger de la qualité d'un estimateur juste en montrant des images comme ça. En fait, on doit faire une étude un peu plus complète. Donc c'est l'évaluation expérimentale. Donc, en gros, ce que l'on fait, on va prendre un ensemble de formes, là en 2D et là en 3D, qui vont rentrer dans les hypothèses du théorème, des preuves de convergence. On va aussi choisir des formes qui sortent un peu de ce cadre, histoire de voir comment réagit notre estimateur sur ce type de données. On va évaluer nos quantités avec d'autres estimateurs. Et en fait, ça va nous donner ce genre de graphe ici. Donc là, on se compare en 2D avec des estimateurs qui sont définis sur des données digitales. Donc c'était sur l'ellipse. Donc là, ça se lit comment? En fait, en abscisse, donc c'est en logarithme dans les deux axes. En abscisse, on a le pas de discrétisation de la grille. Voilà, donc ça va de 1 à 10-4. Et en ordonnée, nous avons l'erreur à l'infini que l'on va faire. Donc ce que l'on va faire sur ces formes-là, on va les discrétiser à plusieurs pas de discrétisation différents. Donc là, c'est ce que vous avez en abscisse. Sur ces formes, on connaît exactement à chaque point de la surface la valeur de ce que l'on veut estimer. Donc nous, on veut estimer la courbure. On sait en chaque point quelle est la valeur exacte de la courbure. Pour chaque pas de discrétisation, ce qu'on va faire, on va prendre la valeur de notre estimateur et la valeur attendue, et on va la comparer. Donc ça, c'est ça qui va nous donner une erreur. Et ici, nous, on affiche l'erreur L infinie, qui va être en fait l'erreur dans le pire des cas. C'est-à-dire que si on a une erreur moyenne sur tout le contour, mais à un endroit, on a une très grosse erreur, ici, ce genre de graphe-là ne va afficher que la pire des erreurs. Voilà. Donc, revenons sur ça. Donc ça, ce genre de graphe-là, déjà, on peut voir la qualité de notre estimateur. Parce que l'enjeu, c'est que plus on va diminuer notre pas de discrétisation, on veut que l'erreur diminue aussi. Donc là, par exemple, on peut voir que MDSS, qui s'occupe de regarder les segments maximaux,
ne convergent pas, parce que l'erreur est constante, même si on raffine notre objet. Tous les autres semblent converger. On va pouvoir aussi évaluer les vitesses de convergence. Celui-là converge beaucoup moins vite que ces deux estimateurs-là. Donc là, nous, notre estimateur, c'est celui en bleu. Et on va aussi vouloir vérifier en fait, les vitesses de convergence que l'on a dans le modèle théorique. Donc nous, c'était en haut de H1 donc là, c'est ce qu'on a ici en pointillé. Et en fait, la courbe des valeurs d'erreur suit cette courbe-là. Donc ça, c'est ce que l'on attend. Voilà, donc là, c'est sur un exemple avec un objet, mais en fait, on a fait beaucoup de graphes qu'on va analyser. Donc là, tout est disponible dans le manuscrit. Là, je n'ai pas le temps de passer sur chacun. Donc là, ils sont plus en deux. On va essayer aussi de regarder la stabilité, la robustesse de l'estimation. Donc là, c'est le résultat de la calcul de courbure moyenne sur l'octaflower qui est assez bruité, là, ce que vous pouvez voir. Donc on va le faire aussi avec des graphes. Donc, ce que l'on fait, généralement, c'est qu'on va prendre une forme, avec un pas de discrétisation donnée, et on va augmenter le bruit à sa surface progressivement. Et on va regarder comment se comporte l'erreur de l'estimateur. Et là, ce que l'on voit, donc nous, notre estimateur est en bleu ici, c'est qu'il se comporte plutôt bien, même avec un fort taux d'erreur, tandis que d'autres, ces estimateurs qui essaient de reconnaître des choses, des objets discrets sur le bord de la forme, ont tendance à avoir une très grosse erreur dès que l'on ajoute du bruit. Donc si on résume, là je vous ai présenté trois estimateurs de courbure, donc en 2D, en 3D pour la courbure moyenne et courbure principale également, qui nécessite un rayon, le paramètre R, dont on a prouvé la convergence théorique. On a aussi montré expérimentalement la convergence. Un point important, c'est que ces estimateurs sont faciles à mettre en œuvre. La plus grande difficulté, c'est juste de compter les points ou de sommer les positions. La convergence, que j'ai dit. Ces estimateurs-là sont robustes au bruit, ce qu'on a pu voir. Et également, ils sont très compétitifs vis-à-vis de l'étage d'art. Pour l'instant, aucun n'arrive à avoir d'aussi bons résultats. Par contre, ça nécessite un paramètre, le rayon. Alors, ça, c'est un peu... le rayon peut être un peu pénible à trouver, parce que pour un objet donné, voilà, j'ai cet objet-là, je veux calculer la courbure. Il va falloir paramétrer le rayon. Là, on a plusieurs rayons. En fait, on voit qu'on n'a pas du tout la même qualité d'estimation en fonction du rayon. De même, pour un objet donné, on ne connaît pas non plus son échelle. Là, par exemple, ces deux objets-là ont exactement la même discrétisation. Donc, ce que l'on va faire, on va utiliser les segments maximaux sur notre forme. Donc, les segments maximaux, on va essayer de reconnaître des segments sur le bord de l'objet. Ces segments maximaux-là ont une notion de l'échelle. Et surtout, on a des propriétés dessus. On a les lois asymptotiques des segments. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la longueur moyenne de ces segments maximaux. Parce que si on regarde les bornes, en fait, si on les prend au carré, c'est à peu près ce que l'on attend comme rayon discret pour notre estimateur. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer les segments maximaux, donc c'est un calcul en O de n sur le contour, et on va les utiliser pour déterminer quel est le rayon à utiliser pour une forme donnée. Donc je ne rentre pas dans les détails, tout ça c'est dans le manuscrit. Par contre, je vous montre les résultats que l'on a. Donc on en a aussi adapté en 3D. Donc là, on a dit le lapin a plusieurs résolutions différentes. Et c'est grâce à l'analyse des segments maximaux que l'on obtient ce genre de résultats avec la courbure moyenne, donc qui s'adapte en fonction de la géométrie et de l'échelle de la forme. Donc on a prouvé la convergence théorique en 2D. En 3D, non, enfin, on pourrait la prouver, mais il reste une supposition qui reste à prouver. Et c'est ça qui nous bloque actuellement pour prouver la convergence théorique en 3D. Par contre, on a une convergence expérimentale en haut de H1 en 2D comme en 3D. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas encore actuellement. Des versions sans paramètres. Maintenant, intéressons-nous à la partie application. Donc nous allons utiliser l'estimation de la courbure pour détecter les points caractéristiques.
Donc les points caractéristiques, c'est pas quelque chose de nouveau, il existe une grande littérature et surtout des définitions variées de ce que l'on considère comme un point caractéristique. Ici, nous allons nous focaliser à détecter les singularités. Donc, en gros, ce sont des parties non C1 sur un objet C3. Donc là, les parties en rouge, les points rouges. Ces singularités-là doivent être préservées quelle que soit l'échelle de la forme ou le niveau de groupe. Donc il existe un très grand état de l'art. Ici, on a pris que les méthodes les plus représentatives. En fait, ce qu'il en dégage, c'est que la majorité ont besoin de plusieurs paramètres. Déjà, la majorité de ces méthodes-là donnent un score final et pas une classification de la surface. Donc c'est à l'utilisateur de déterminer ce qu'il considère ou pas comme un point caractéristique. Deuxième point, c'est que ça nécessite des paramètres qui sont assez pénibles à trouver. En fait, ça nécessite d'analyser au préalable la forme. Nous, notre contribution ici, on va analyser l'estimation de la courbure avec différents rayons. On va faire notre sélection grâce à une approximation, je reviendrai après. Et ça va nous permettre de classifier la surface en 3 parties, en singularité, en partie lisse ou en partie plate. Donc c'est ce que j'ai dit, on utilise le rayon comme paramètre d'espace-échelle. Donc on va regarder notre estimation avec différents rayons. Tout à l'heure, c'était pour je vous ai dit, pour un objet donné, on ne savait pas trop comment choisir le rayon. Là, en fait, on va tirer parti de cette caractéristique-là pour détecter les singularités. Donc si on est sur une partie lisse, on utilise notre estimateur de courbure avec différents rayons. Et ce que l'on obtient, c'est forcément la courbure. Enfin, c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Donc si on regarde le graphe en échelle logarithmique, on aura, donc là, ici nous avons l'ensemble de rayons, et ici la valeur d'estimation de la courbure. Donc on aura une droite de pente 0, et l'ordonnée à l'origine sera la valeur de courbure. Donc ça, c'est logique, c'est ce que j'ai présenté juste avant. Par contre, si on est sur une singularité, ce n'est pas exactement le même développement de Taylor qui est fait sur la surface. En fait, on se rend compte qu'il y a un nouveau terme qui apparaît, alpha 0 qui est l'angle entre les deux tangentes à la singularité. Et si on trace ça en échelle logarithmique, on n'a plus une droite de pente 0, mais une droite de pente moins 1, et l'ordonnée à l'origine est dépendante de alpha 0. Donc on a deux comportements différents quand on regarde l'évolution de la courbure, de l'estimation de la courbure en fonction du rayon, si on est sur une partie lisse, une singularité. Alors, si le pas de discrétisation est trop grossier, en fait, on ne peut pas faire de distinction entre les parties plates ou les parties très faiblement lissées. Et en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voit sur les courbes, la courbe noire et les courbes grises. En fait, toutes ces courbes-là donnent exactement la même discrétisation de l'intersection entre la boule et la forme. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est quantifier la courbure limite au-dessous de laquelle on ne peut pas détecter on ne peut pas détecter la géométrie locale, si on est sur quelque chose de plat ou très faiblement courbé. Donc ça, on l'a fait avec kappa max ici. Donc ça nous donne c'est cette formule-là. Et si on regarde le graphe en échelle logarithmique de kappa max, on obtient une pente en moins 2. Donc un nouveau comportement différent si on est sur quelque chose de plat ou très faiblement courbé. Donc je vais dérouler avec vous l'algorithme pour classifier chaque point de la surface dans ces 3 modes de classification. Donc pour tous les points, pour un ensemble de rayons, on va afficher la valeur de courbure en échelle logarithmique. Donc là, ici, nous avons le logarithme du rayon de la boule et là, le logarithme de la courbure. Ce que l'on va faire, on va supprimer toutes les valeurs qui sont au-dessous de kappa max, donc la droite de pente moins 2. Parce qu'en fait, on ne peut pas déterminer si c'est quelque chose de plat ou si les rayons utilisés sont trop petits pour détecter la géométrie locale. Donc on les supprime. Voilà. Ce qu'on va faire, on va calculer, pour les données qui restent, la distance aux 3 modèles. Donc le modèle de pente en 0 pour les parties lisses, de pente en moins 1 pour les singularités, de pente en moins 2 pour les parties plates. Donc ça nous donnait ce genre de graphe-là. D'ailleurs, la distance est faite avec de l'ajustement moindre quart. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va classifier le point en choisissant la distance qui est minimale pour l'ensemble de rayons. Donc là, par exemple, c'est cette distance-là qui est minimale, donc qui correspond au modèle lisse. Donc nous allons pouvoir classifier le point comme un point lisse.
Donc je vais vous montrer l'exemple sur les 3 cas de figure. Donc là, si on est ici, donc sur le sommet de la demi-sphère, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on voit que l'ensemble de données suit la pente en 0. Donc on est sur le calice. Sur la singularité, donc ici par exemple, on a une pente qui semble suivre le modèle en -1, et c'est ce que l'on va détecter avec la distance au modèle. Donc on va considérer ce point-là comme une singularité. Ensuite, pour le modèle plat, on voit que l'ensemble des valeurs de courbure estimées sont au-dessous de kappa max. Donc on va classifier ce point comme un point plat. D'ailleurs, on peut voir qu'il suit aussi la pente en moins. Donc visuellement, ça donne ce genre de choses. Donc là, on a utilisé l'octaflower parce qu'il a une particularité, c'est que les singularités, en fait, elles vont avoir tendance à s'estomper plus on va se rapprocher du centre. Et en fait, on peut pas. Il y a beaucoup d'estimateurs de points caractéristiques qui vont juste seuiller la courbure. Et en fait, sur ce genre de données-là, ça ne va pas marcher. Puisque ici, la courbure va être forte pour tous les points. Donc là, nous, ici, on a classifié la surface en 3 parties. Donc en vert, partie plate, en bleu, les parties lisses, et en rouge, les singularités. On voit aussi que sur des données très bruitées, donc la fin de disque, on obtient de très bons résultats de la classification. Donc là, si je zoome par exemple sur la partie, on voit que voilà, ça continue à bien détecter les singularités, les parties plates. Un point important, c'est que là, je vous montre juste les données brutes de la classification. Bien sûr, on pourrait améliorer ces résultats-là en faisant du post-traitement sur ces données. Et rien que là, on a de très bons résultats. Bien sûr, on s'est comparé avec les méthodes de l'état de l'art. Donc nous, notre estimateur est là. La première ligne, en fait, on le fait sur un objet qui n'est pas bruité. On a choisi les paramètres optimaux pour chacune des méthodes. Et ce qu'on a fait sur la deuxième ligne, on a pris le même objet mais bruité, avec les mêmes paramètres. En fait, ce que l'on veut montrer, c'est la dépendance de l'estimation vis-à-vis des paramètres. En fait, la majorité, enfin, dans tous, sont très dépendants de ces paramètres-là, alors que nous, notre méthode ne l'est pas. Et d'ailleurs, les seuls paramètres qu'elle demande, c'est l'ensemble de rayons, ou ce que les autres aussi ici demandaient. Donc, on n'a pas d'autres paramètres que l'ensemble de rayons. Et ce que l'on voit, c'est que avec le même ensemble de rayons, on arrive à bien classifier la surface, même sur des données brutes. Chose que les autres estimateurs n'arrivent pas. Donc je vais vous montrer maintenant tous les résultats de ces estimateurs que je vous ai présentés juste avant sur des microstructures de neige, donc dans le cadre de l'ANR Digital Snow. Donc là on affiche la courbure moyenne donc sur la neige sèche fraîchement déposée sur le sol, avec beaucoup de facettes bien. Donc là déjà on voit que visuellement ça donne de très bons résultats, en sachant qu'il y a énormément de données ici. Donc là par exemple il y a environ un peu plus de 3 millions d'éléments de surface. C'est un très gros volume de données et notre estimation continue à donner de bons résultats, en sachant qu'on peut gérer ce gros volume de données-là parce qu'en fait notre estimateur a un très faible coût en mémoire. Donc là la même chose sur la neige sèche mais plus vieille, donc on a moins de facettes, mais voilà. Donc là un point important à voir, c'est qu'on a beaucoup de petites structures. Donc ça pourrait poser problème avec nos rayons, mais ce que l'on voit, c'est que ça marche quand même très bien. On arrive quand même à bien estimer la courbure sur ce genre de données. Et ça sera encore plus visible, justement, sur la direction principale de courbure, parce que ça, on peut les perturber très vite. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'elles sont très bonnes, même si c'est une très petite structure. Donc, elles sont très stables, ce que vous pouvez voir ici. Elles sont de très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, cette façon d'estimer. On a fait également la classification de tous les éléments de surface de nos microstructures de neige. Donc là, c'est assez visible, l'effet de facettage que je vous disais au tout début. On a beaucoup de parties vertes qui apparaissent. Tandis que sur la neige sèche mais plus vieille, on a beaucoup moins de facettes, beaucoup plus de zones lisses qui apparaissent. Donc là, sur ce gros volume de données-là, on ne va pas calculer en chaque point de la surface
le nombre de points à l'intersection entre la boule et la forme, parce que ce serait trop coûteux. En fait, on va pouvoir faire ça de manière plus fine. Ce que l'on voit, c'est que quand on se déplace, donc là, c'est en X, c'est le résultat de l'estimation à un moment donné, on va se déplacer vers Y. Ce que l'on voit, c'est qu'on va partager une partie des résultats avec le résultat précédent, quand les points sont connexes. Donc c'est ce qu'on va exploiter. On peut le faire parce qu'en plus, on a les propriétés d'additivité des volumes ou des moments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat précédent et on va juste calculer la différence avec les parties A et B. Donc on va soustraire la partie A et on va ajouter la partie B. Et ça va nous permettre de gagner en complexité, puisqu'en fait, on va plus se déplacer sur le volume de la boule, mais uniquement sur la surface. Et ça va beaucoup améliorer les temps de calcul. Donc tous ces estimateurs-là sont disponibles dans la bibliothèque digitale. C'est une bibliothèque open source en C++, avec une communauté qui est plutôt active, qui dispose à l'utilisateur des structures de données, des algorithmes et aussi des outils pour la géométrie digitale, dédiés à la géométrie digitale, notamment le parcours de surface en profondeur que j'utilise juste avant pour les masses. On a à disponibilité aussi une grande variété de formes, paramétriques ou implicites, sur lesquelles on connaît en chaque point les valeurs de courbure, des normales et des choses comme ça, donc on va pouvoir utiliser par la suite. Il existe aussi de nombreux estimateurs géométriques qui sont implémentés dans la librairie, permettant en fait de se comparer facilement à eux, et surtout dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec les mêmes objets, avec le même parcours de la surface. On a aussi des liens avec la bibliothèque SIGAL pour importer des estimateurs qui sont définis dedans, comme les estimateurs de courbe. Et donc tous les travaux-là sont disponibles actuellement librement sur le GitHub de Digital. Donc, je vais maintenant conclure. Donc si, là ce que je vous ai présenté, on a défini des estimateurs de courbure par intégration volumique qui sont définis sur des données digitales en 2D et en 3D. Et on a des preuves de convergence asymptotique. Donc ça, c'est important parce que c'est le seul actuellement estimateur prouvé en 3D sur des données digitales. On a aussi des variantes sans paramètres. Je n'ai pas pu vraiment vous le montrer là, mais tout est disponible dans le manuscrit de ces estimateurs-là. Et on a surtout des preuves de convergence asymptotique en 2D. Et ça, c'était un problème ouvert il y a quelques temps en géométrie discrète. On a aussi une méthode de classification de tous les éléments de la surface en partie linéaire, lisse, singulière, ce que je viens de vous montrer à l'instant. Et ce qui en résulte, c'est que tous ces estimateurs-là, ils sont très compétitifs par rapport à des standards, puisque en fait, aucun n'obtient de si bons résultats. Un point important, c'est que nos estimateurs sont robustes au bruit. Ça, c'est très important quand on veut les utiliser sur des données réelles. En perspective, donc pour l'estimation de la courbure, ce qu'on aimerait bien faire, c'est guider le choix du rayon pour l'estimation de la courbure grâce à la détection des points caractéristiques. Parce qu'en fait, plus on va se rapprocher d'une singularité, plus celle-ci va influer sur l'estimation de la courbure. Donc là, si on le connaît au préalable, on peut essayer de réduire les rayons dès qu'on se rapproche d'une singularité. Aussi, si on a une meilleure approximation du bord de l'objet, en fait, ça va réduire forcément l'erreur de positionnement, le alpha prime que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est quand même le terme dominant dans l'erreur, dans les trois termes d'erreur pour la courbure. En fait, si on approxime mieux le bord de l'objet, on va pouvoir réduire cette erreur-là. Et le premier résultat montre que ça marche. En tout cas, l'erreur d'estimation est plus faible. Après, il faut voir si ça va changer les vitesses de convergence. Ce qu'il faudrait faire aussi, et ce que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est comparer l'estimation de la courbure avec VCM. Parce que c'est une méthode qui a l'air de bien marcher. Et surtout, en fait, VCM a des défauts que nous n'avons pas, et vice-versa. En fait, on pourrait peut-être coupler les deux estimateurs ensemble pour avoir une solution hybride qui fonctionne sur autre point important, et ça c'est plus un souci d'implémentation qu'une vraie perspective, et c'est quelque chose à considérer. On a des occultations qui peuvent apparaître sur des fines structures tubulaires. Donc là, ce que vous voyez ici, je vais zoomer un peu. C'est que si on prend un rayon trop grand,
il se peut qu'on intersecte l'autre partie de la surface. Donc ça va, au bout d'un moment, en fait, ça va modifier, ça va biaiser en fait, l'estimation de la courbure. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Pour la partie détection de points caractéristiques, ce que l'on voudrait faire, en fait, c'est du débruitage, ou même de la reconstruction de surface grâce aux points caractéristiques, puisqu'on sait exactement où sont les parties lisses, les parties plates et les singularités. Et on aimerait aussi analyser plus finement les transitions des modèles qui interviennent. En fait, là, on le voit sur cet exemple-là. C'est que si on regarde dans cette fenêtre ici, ce que l'on obtiendra, c'est quelque chose de lisse. Par contre, si on regarde un peu plus grand dans cette fenêtre-là, on aura quelque chose de plat. Si on regarde un peu plus large, on aura à nouveau quelque chose de lisse. Donc il y a une transition qui va s'opérer. Ça, on peut la détecter, mais pour l'instant, on ne la considère pas. Et il faudrait des outils qui permettraient à l'utilisateur d'en avoir connaissance, en tout cas. Et une dernière chose, je vous montre des résultats qui ne sont pas encore, qui sont pas dans le manuscrit, qui sont vraiment récents, qui sont en fait une collaboration avec d'autres gens du LIRIS, notamment les travaux d'Hélène Perrier. En fait, sur de gros volumes de données, le problème c'est que si on veut choisir un rayon, il va falloir lancer le calcul, avoir le résultat, et si ce n'est pas le bon rayon, il va falloir fermer la fenêtre, relancer le calcul et rafficher le résultat. Mais en fait, on peut le faire de manière interactive. Donc tout est fait sur cadre graphique. Donc on a une géométrie adaptive. Donc plus on reste s'approcher de l'objet, plus il va se raffiner. Mais également, on a le calcul de courbure qui a été porté sur GPU, donc sur la carte graphique, qui est parallélisable qui est parallélisé sur le GPU. Donc qui nous permet d'avoir une estimation de la courbure en temps réel de gros volumes de données. Donc là, c'est les microstructures de neige que je vous montrais juste avant. Donc ça, on l'a fait. Donc on peut récupérer toutes les courbures et surtout les directions principales de courbure que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà à peu près. Je vais vous montrer. On voit aussi le champ normal. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci. J'imagine que nous aurons des questions. Nous allons donner la parole à deux rapporteurs pour commencer la séance de questions. Alors, traditionnellement, on donne la parole à celui des deux qui a fait le plus de trajets pour venir. Entre Lyon-Nice et Lyon-Poitiers, je ne sais pas trop. Donc, je vais donner la parole à Pierre Aviv. Bon, d'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette thèse. Je pense que c'est un travail que j'ai trouvé très rigoureux, très bien mené. Je pense que c'est très bien écrit. Il y a un effort pour à la fois véhiculer l'intuition derrière les concepts, mais c'est aussi technique sur forme mathématique. C'est vraiment très bien mené. La démarche, elle est en plus assez complète, puisqu'il y a aussi une évaluation, une comparaison systématique, il n'y a pas juste la notion d'estimer les échelles automatiquement. Donc il y a aussi cette volonté d'avoir des méthodes qui finalement sont utilisables avec ce choix automatique d'échelle. Donc moi, voilà, d'abord c'est un message pour féliciter la qualité de ces travaux. En plus c'est très bien connecté aussi à l'application qui avait motivé ces travaux, l'application, le projet ANF pour la pêche, pour la neige, qui est en plus un sujet assez intéressant. L'analyse de microstructures de neige, ce n'est pas quelque chose qui est très courant. En tout cas. Voilà, donc bon, moi j'avais des questions. La première, c'est sur la sélection automatique d'une échelle. C'est un sujet qui, je pense, qui est vraiment intéressant, qui a été également abordé, vous l'avez mentionné, par Nicolas Mellado. Dans la communauté géométrie processing, c'est en ce moment une question assez
importante et je pense qu'elle a été négligée un peu dans le passé. Donc là, le principe derrière cette estimation automatique d'échelle, c'est les segments maximaux. Donc là, ma première question, c'est est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, généraliser aux arcs de cercle maximaux ou analogues, et même généraliser ça sur les surfaces à des primitives, même aussi anisotropes, pas juste les segments. Alors justement, en après-segment, parce qu'on connaissait parfaitement les lois symptotiques derrière. En 3D, justement, le problème, c'est que les segments sont juste en 2D. En 3D, on a voulu essayer de regarder du côté des points discrets, mais on n'avait pas encore les preuves de convergence. Donc, on peut considérer autre chose que les segments maximaux. Par exemple, les arcs de cercle. Les arcs de cercle, ça devrait aussi fonctionner. Après, il faut vraiment regarder au niveau des bornes de cette destination-là. Parce que là, nous, on tire parti on tire profit de ces bornes-là, qui sont en fait dans les mêmes, dans ce que l'on attend pour le rayon de l'estimation. Donc, si ils sont dans les mêmes bornes, on peut les considérer. Mais sinon, oui. Enfin, là, on a fait cette démarche-là d'utiliser les segments maximaux parce qu'on a les bornes. Du coup, on peut prouver la convergence de l'estimation en utilisant les segments maximaux. C'était la partie importante. Donc, la deuxième question, c'est sur la détection des singularités. Donc, est-ce que ce détecteur-là peut imaginer l'utiliser pour détecter des bords, oui, des singularités non variétés, en analysant le comportement asymptotique ou le comportement, le taux d'approximation, parce que c'est ce qui était là? Les bords, oui, déjà. Enfin, j'ai pas d'exemple avec des objets faciles, peut-être sur la neige. Surface à bord. Parce que justement, en fait, là, le bord n'est pas si en fait. C'est ce qu'on voit pas. Donc oui, on peut détecter les bords de notre objet de cette façon-là. Mais on le verra même avec l'estimation de la courbure, puisqu'en fait, elle va augmenter énormément au niveau des bords de la surface. Et le taux d'approximation, il peut aussi informer sur la présence, l'inférence d'une singularité non variétée ou pas? Le taux d'approximation, c'est-à-dire actuellement, donc, vous analysez le taux d'approximation pour détecter la singularité. Oui, c'est pas exactement le taux d'approximation, c'est comment va se comporter comment va se comporter la courbure, quel sera l'effet de lissage de la courbure en fonction du rayon. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser pour détecter des singularités non variétés? Alors, il y a deux types. Enfin, je vais en plus riche, mais on peut imaginer un contact par une arête, non variété, ou par un point, non variété, et puis une généralisation de ça. Alors, s'il y a un contact, un truc comme ça, en fait, ça va être un peu difficile. Parce que j'essaie de réfléchir en même temps, mais le calcul de courbure, de l'intégration sur le volume va prendre aussi l'autre côté. Normalement, on le verra. On le verra, et on le verra dans les graphes. Donc, je pense qu'on peut l'analyser, le détecter. Mais on peut le détecter avec une approche très localisée, donc centrée sur un point, ou est-ce qu'il va falloir faire une analyse sur un voisinage? À mon avis, c'est sur un voisinage. Analyser les taux sur un voisinage. Je pense que c'est sur un voisinage, parce que c'est ponctuellement juste juste sur un point, ça va être un peu difficile. Je pense qu'il va falloir un voisinage, mais j'avais une autre question. Justement, donc, pour détecter encore une fois les singularités. Là.
donc ça s'appuie sur une propriété d'approximation, si je résume un petit peu, avec peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut-être un compromis en fait, complexité-distorsion, non? Parce que si vous dites, si j'avais une arête franche, j'ai besoin de l'équivalent de décrire deux primitives, hein, localement. Si j'ai une arête franche ou un coin, je vais avoir un éventail. Et donc, en fait, vous dites, si le concept qui est derrière, c'est vraiment ce compromis-là, on ne voit pas trop la partie complexité du compromis. Si on dit que ça ressemble à ça, un compromis complexité-distorsion, alors si l'idée qui est derrière, ça veut dire on va décider que c'est une arête franche lorsque c'est la meilleure façon d'approcher localement la géométrie. Alors, on aimerait dire, vous voyez, en général, si on parle de compromis, on va avoir deux notions. Une première notion, c'est par exemple comment l'erreur se comporte, mais aussi la complexité. Donc, par exemple, il y a par exemple la cardinalité, si je prends de façon basique la complexité, si j'ai une surface libre, je donnerai une seule primitive pour rapprocher localement, une arête franche 2, et puis un point, dépendant de son degré, alors besoin d'une plus grande cardinalité. Et en général, quand on raisonne sur un compromis complexité-distorsion, ben, il faut aussi qu'on ait la partie complexité en jeu. Parce que, effectivement, on pourrait imaginer qu'on aurait toujours intérêt purement du point de vue de l'approximation à utiliser plusieurs primitives, plusieurs éléments de surface. Donc il faut bien pénaliser la complexité. Et donc, est-ce que vous pourriez du coup me redire là-dedans cette approche, où est-ce que la partie complexité quelque part est pénalisée? Alors, si j'ai bien compris, en fait, là, la partie complexité, c'est plus sur l'ensemble de rayons que l'on va utiliser. Parce qu'on va avoir plusieurs rayons différents, plusieurs tailles, donc on va devoir faire un calcul à plusieurs, un ensemble de valeurs. Donc, c'est plutôt là. C'est là où ça se cache. Bah oui, c'est là où il va falloir faire le calcul plusieurs fois avec plusieurs rayons différents. Et c'est niveau complexité, c'est peut-être là où après, donc, je reste toujours là, sur les singularités. Dans le zoo des singularités, qui est assez vaste, hein, surtout si on commence à regarder les singularités non variétés. Donc déjà, sur les singularités variétés, on peut avoir aussi une singularité qui s'appelle le type, c'est le sommet d'un cône. D'accord, ouais. Okay. Donc c'est un coin incident à 0 arrêt de ligne. Après, on a les dards, qui se terminent sur une arrêt de ligne, et puis les cusps. C'est un point de rebroussement, et c'est en fait un point incident à 2 arrêts de ligne. Pourtant, ce n'est pas une arrêt franche régulière. Est-ce que là, avec, il y aurait la possibilité de classifier? Alors, de les classifier dans ces catégories-là? Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors non, je n'ai pas du tout réfléchi. Par contre, je pense qu'on peut les classifier en faisant du post-traitement. Enfin, une fois qu'on a ces classifications-là, de regarder ce que l'on a obtenu et d'essayer de les classer dans des catégories bien spécifiques. Je pense, je vois pas comme ça la difficulté de le faire. Donc, je pense que oui. Oui, de manière, ça va être visible, ça serait plus ou moins visible. Je pense. Okay. Donc, après, il existe dans la littérature une approche pour l'analyse de surface qui est un peu une singularité, une méthode qui s'appelle le slippage. En fait, j'ai essayé de réfléchir un peu comment on pourrait se passer, comment on pourrait transposer cette approche slippage-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette approche-là. Non. L'équipe de Léo Dibas, j'ai travaillé sur. Voilà, c'est des formes. Alors, si on essaie de transposer ça à votre approche, l'analogue, ça reviendrait à dire on va localement essayer d'approcher une forme avec une primitive, mais on va se centrer sur un point de requête d'algorithme à l'estimation, et on va essayer de regarder où est-ce qu'il faut déplacer cette primitive. Donc imaginez que si on a par exemple une arête franche, on va utiliser deux primitives. Et donc on va essayer localement de regarder où est-ce qu'il faut déplacer cette primitive pour approcher au mieux la géométrie. Oui. Et ça décrit en fait un champ de vecteurs.
ça en tout point. On a un champ de vecteur spatial. Ensuite, on peut travailler sur ce champ de vecteur, obtenu par slippage, et c'est cette analyse-là qui se fait. Et donc, ma question, du coup, c'est est-ce que ce cadre méthodologique a une chance aussi de s'appliquer, ou est-ce que vous y avez réfléchi, est-ce que vous essayez de visualiser, par exemple, à quoi ressemblerait un champ de vecteur induit par cette optimisation locale? On veut centrer toujours la sphère. Hein. On a déjà réfléchi à, parce que là par exemple pour le cas de la singularité, on a une grosse bande. Et en fait, la singularité est vraiment au centre de cette bande-là. On a déjà réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait donc analyser localement ce que dans notre donnée pour essayer de réduire l'écart que l'on a. Mais en fait, ça, je pense qu'on peut le faire de manière plus simple. C'est que généralement, l'endroit, le vrai endroit de la singularité est vraiment au centre. Donc on a juste besoin de faire de l'amincissement dessus et on obtiendrait directement ça. Alors après, oui, je pense qu'on peut utiliser d'autres méthodes pour le faire. Alors je ne connais pas les détails de celle-ci, mais a priori, oui, enfin, je pense que oui. Notre question sur VCM, on avait dit que VCM a des défauts, et notamment, ça ne fonctionne pas bien sur les points concaves. Oui, il y a un décalage qui se fait. Donc, il y a un biais là-dessus. L'estimateur ne se comporte pas pareil sur les points concaves. Et est-ce que le vôtre a aussi un biais? Est-ce que c'est observé ça? Alors, justement, j'avais vérifié et j'en ai pas vu. Mais en même temps, le biais, en fait, il est compréhensible dans le cadre de VCM. Ici, dans notre estimation, en fait, on n'a pas ce problème-là d'aller chercher beaucoup plus loin. Du coup, non, on n'a pas de biais lié à ça. Justement, c'est ce que je disais, c'est on peut essayer de coupler les deux méthodes. Justement, on sait que nous, on ne fait pas d'erreur dans ces zones-là, que les CMP ont fait. Et du coup, essayer d'injecter de l'information pour essayer de corriger ce que VCL fait et vice-versa. Ils ont fait d'autres erreurs à d'autres endroits. Merci. Si, nous allons maintenant donner la parole à Eric Andrès. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à faire partie de ce jury. C'était un vrai plaisir de lire cette thèse. Bien écrit, il y a à manger, il y a à boire, il y a des maths, il y a de l'expérimentation. Et c'est très agréable et je trouve que c'est important de le dire aussi aux doctorants qui sont dans la salle. C'est important à la fois à un moment donné de faire de la théorie et de se poser des questions notamment de convergence dans ce cas-là, donc de se poser des questions qui sont souvent un petit peu mises sous le tapis. Des estimateurs, la littérature en a des tonnes. Est-ce que ces estimateurs sont fiables? C'est pas toujours évident et c'est certainement assez rarement prouvé. Et ensuite, il y a un vrai aussi travail expérimental, c'est-à-dire il y a cette confrontation au réel, aux données bruitées, parce que bon, ça c'est évidemment une question importante à l'image, de manière un peu générale. Donc c'est très agréable d'avoir vraiment ces deux aspects, cet aspect théorique quand même assez présent dans ce travail, et puis cet aspect expérimental très complet. Donc ça c'est... Voilà, c'est agréable de voir ça parce que, comme je disais, souvent on a l'un ou l'autre, assez rarement les deux. Et ça, c'est quelque chose de très plaisant d'avoir ça, tout ça en même temps. Et puis ça a été validé par des papiers quand même dans des journaux, dans des conférences d'importance. La preuve que ce travail a plu à une communauté assez large, c'est important. Alors, quelques petites questions rapides. Alors tout d'abord des questions un petit peu d'ouverture.
bon, il y a là le projet applicatif, c'était Digital Snow. Mais c'est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, mais déjà quand vous aviez soumis Digital Snow, moi, la première idée qui m'est venue, j'ai dit et l'ostéoporose. Puis de l'utilisation de ces estimateurs dans ce cadre applicatif, bon là plus imagerie médicale, où il existe quand même pas mal de travaux où les médecins sont intéressés par estimer l'état de l'os à partir de données plus ou moins fines, plus ou moins broutées. Est-ce que vous y avez songé? Est-ce que vous avez regardé ce qui se fait dans ces communautés-là, ou ce qu'ont fait les gens dans ce cadre-là? Alors, les données qu'on a entrées, ce sont des os, donc des trucs, des données assez tubulaires, des choses comme ça. Donc, déjà, c'est pas quelque chose qui est très. C'est pas une donnée très adaptée pour notre façon d'estimer. Puisque nous, en fait, on va avoir une façon volumique, mais sur un niveau. Il peut y avoir un petit biais. Alors après, déjà, je pense que ça marcherait sur ce type de données-là. Enfin, on peut avoir une estimation à courbure. Ensuite, il ne me semble pas avoir vu en fait d'estimateurs avec des preuves de convergence qui étaient dans ce domaine-là, en tout cas sur ce type de données-là. Donc, non, et surtout, voilà, c'est ce que nous, on voulait apporter avec nos estimateurs. Alors, oui, non, mais je comprends bien, c'était la question de son domaine applicatif, qui peut être potentiellement une question pour le futur. Alors, une autre petite question juste par rapport à Digital Snow, parce que pour le coup, dans le mémoire, c'est abordé de manière assez courte. Donc, on a du mal à évaluer, en tout cas, j'avais du mal à évaluer un peu comment ça a été au final utilisé, ou présenté dans la version finale de cet ANR qui est sur le point d'être fini. Bientôt terminé. Comment est-ce que c'est utilisé finalement? Parce que là, vous avez fait un travail finalement assez fin, mais à partir de ce travail assez fin, quel est le résultat que vous donnez aux gens qui travaillent sur la neige? Est-ce qu'au final, vous mesurez les structures très fines et puis vous dites à la fin, la moyenne c'est ça? Ou quelles sont les informations que vous retransmettez? C'est vraiment ponctuellement sur chaque élément de surface. On donne une information sur la courbure et c'est ce qu'ils attendaient eux. En fait, il y a déjà ça et surtout la partie en détection de features, ça les aide beaucoup à essayer de détecter où sont les facettes, où sont situées les facettes sur une microstructure de neige. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu apporter. Je demande ça parce que avec tous mes collègues qui sont plutôt en traitement analyse d'image, leur approche ce serait des approches beaucoup plus statistiques, probabilistes, et ils donneraient des estimations en général beaucoup plus globales. C'est pour ça que je demandais quel était le. Donc là, vous proposez des choses beaucoup plus fines. Donc voilà, c'était. Et surtout, on apporte aussi toute la théorie de convergence derrière. C'est-à-dire qu'on sait que on a une erreur, on sait la borner à peu près, et on sait que si jamais ils arrivent à avoir un appareil d'acquisition plus performant, ils auront une meilleure estimation derrière. Ça, c'était important pour eux aussi. Petite question un petit peu par rapport au passage de D3D. Alors, il y a une question un petit peu naïve, mais c'est juste quelque chose que je me suis déjà posé comme question. Donc, il y a le fait que, par exemple, quand on prend des segments maximaux, les questions de courbure principale, en discret, finalement, on va prendre les coupes axiales, sagittales, etc. Mais les données discrètes sont finalement organisées aussi en fonction de ces coupes-là. C'est-à-dire que les données discrètes elles-mêmes ne sont pas
ne sont pas, toutes les directions ne sont pas équivalentes. On a des directions privilégiées en discret qui sont justement axial, sagittal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un biais d'utiliser justement ces directions privilégiées dans les données pour faire des estimateurs qui s'appuient exactement sur les mêmes directions privilégiées? C'est-à-dire, est-ce que si je prenais des coupes dans d'autres directions, est-ce que j'aurais les mêmes résultats? Alors, non, on n'aura pas exactement les mêmes résultats, mais là c'est lié directement à la discrétisation elle-même. Donc, si on prend un objet, on le discrétise dans un sens, on prend même, on le discrétise dans l'autre sens, on n'aura pas exactement les mêmes données déjà de base. Donc, non, on n'aura pas les mêmes coupes, on n'aura pas les mêmes segments dessus. Par contre, en fait, là, ce qu'on fait, on prend une moyenne globale sur tout l'objet. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça se comporte bien en moyenne globalement sur l'ensemble de tous les segments maximaux qui ont été déterminés sur tous les éléments de surface. Donc sur chaque coupe de chaque élément. Autre petite question par rapport à la méthode sans paramètres, donc vous utilisez les segments maximaux. Ma première intuition, c'était de se dire, avant d'utiliser les segments maximaux, on aurait presque envie de se dire, on commence par utiliser des rayons assez grossiers, et puis ensuite, selon le comportement local, on va plus ou moins adapter le rayon avec éventuellement une convergence, quand on voit que convergence locale vers ce qui serait, entre guillemets, le rayon optimal. Oui, alors ça c'est un mi-chemin entre deux choses. Désolé. C'est un mi-chemin entre ça. Donc là on analyse localement les segments maximaux. Et ça, les segments maximaux pour chaque élément de surface nous donnent un rayon adapté pour cet élément-là. Il y a ça, et il y a aussi ce que je vais vous montrer vite fait dans la vidéo, c'est que, enfin je ne l'ai peut-être pas dit, c'est qu'on va raffiner progressivement notre estimation. Donc au début on va prendre des rayons assez grossiers, en fait on va essayer de les raffiner de plus en plus au cours du temps pour avoir une estimation plus précise. Ça nous permettait en fait d'avoir un résultat très rapide directement. Donc c'est un mi-chemin en fait avec tout ce que vous disiez à les deux. La question qui a déjà été posée sur les arcs de cercle maximaux, c'est un peu, c'était une question que je me suis posée depuis un petit moment. Alors, par contre, je n'ai pas regardé de très près. Est-ce qu'on a des résultats sur la décomposition optimale en arc de cercle maximaux? On a quelque chose comme ça? Sur les couvertures tangentielles qui sont utilisées là, le X, c'est l'algorithmique qui est résolu. Sur les comportements asymptotiques, sur les longueurs des arcs, Jaco, Yilachou et Tristan qui avaient déjà des débuts de résultats et des couvertures. Et là, il y a dernièrement, il y a un article sorti il y a un mois, en 2015, qui montre que c'est ce qu'on supposait, que c'était en θ de H1 demi. Donc on a ce résultat-là. Par contre, du coup, si on devait l'utiliser là, par exemple, il ne faudrait pas prendre la longueur des segments maximaux au carré, mais prendre la longueur des arcs de cercle puissance 3,5. Ça qui devrait faire que ça fonctionne. Enfin, il y a un calcul à faire à partir de ça. Et ça achève les questions que j'avais sur cela. Encore une fois, je féliciter la rédaction qui est vraiment très très présente. Allez. Merci. Donc nous allons maintenant donner la parole aux examinateurs, en commençant par Yann Gérard. D'abord, merci d'avoir participé à ce jury. C'est vraiment un travail que j'ai eu avec beaucoup de plaisir aussi. Je me joins aux commentaires élogieux qui ont été faits par mes prédécesseurs. Donc, ça a d'abord été un document très agréable à lire parce qu'il est en fait très synthétique. Les preuves sont décomposées de façon que ce n'est pas un énorme morceau dans lequel on ne comprend pas grand-chose, mais en fait, on a vraiment les éléments, les idées, puis après les petites preuves. Donc ça, c'est vraiment très appréciable pour comprendre le document.
c'est un très bon travail, ça, il y a aucun doute là-dessus. Je vais commencer par une petite remarque, alors un petit regret, parce que j'ai participé à une méthode d'estimation des courbures en 2D, et en fait, vu la qualité du travail que tu as fourni, j'aurais bien aimé voir la mienne passer entre tes mains pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ça, c'est vraiment, j'espère qu'un jour on pourra le temps de faire ça. Et par contre, donc, comme la courbure c'est la dérivée seconde, nous on l'estimait avec notre méthode de dérivée orthogonale. Mais en fait, on trouve exactement le même coefficient, parce qu'on avait ça faisait le H entière que vous avez aussi. Donc le résultat était très comparable avec celui-ci. Et puis c'est stimulant aussi de dire ce que tu as fait, parce que avec mon co-auteur Laurent, on se dit voilà, il faut beaucoup plus loin, il faut qu'on montre l'intérêt de l'approche des synthèses. Donc ça c'est vraiment super. Ma deuxième question, c'est un petit peu plus pour embêter, c'est des choses un peu techniques, alors c'est peut-être pas le moment, mais dans le document, tu dis que la convergence multigrille, on veut faire une convergence uniforme. Donc, tu sais que les mathématiciens sont assez pointilleux sur convergence uniforme, convergence simple, et ça dépend de la borne que tu vas avoir. Et si je reviens à ton alors là, sur le résultat des estimateurs, tu as d'abord les estimateurs où tu choisis le R égale H un tiers. Donc là, la convergence, là où je m'interroge, c'est lorsque tu estimes le rayon avec justement la longueur des segments maximaux. Donc c'est un peu les questions qui ont été posées avant sur la sélection automatique des échelles. Et donc alors je pense que c'est slide 29 que tu as donné. Voilà, celui-ci. Sur ce slide-là, donc tu as des bornes qui sont en oméga, grand tout et θ. Il faut faire attention à une chose, c'est que ton grand tout, il contient une constante. Et que en fonction de l'espace, de l'ensemble de formes que tu utilises, cette constante, elle peut dépendre de l'ensemble de formes que tu utilises. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, comme ta constante, elle peut dépendre de l'espace de forme que tu utilises, ça fait que ta convergence peut ne pas être uniforme, mais simple. Est-ce que tu as fait attention à ces détails-là? Parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, tu as une convergence qui est uniforme, mais il te manque une petite hypothèse qui dit que ton ensemble de formes a une courbure minimale qui est strictement supérieure à une constante. Et sur cet espace-là, tu vas avoir une convergence uniforme. Si tu ne dis pas que tu as une petite constante strictement positive... Alors, pour les preuves de convergence, quand on utilise les segments maximaux, on a une contrainte comme quoi la courbure doit être positive. Oui. Donc, il ne faut pas y aller strictement nul par parce que justement, sur les segments maximaux. Et si elle tend vers 0, si ta courbure, elle est. Tu prends par exemple la courbe Y égale 1 sur X. Oui. Tu prends ta forme cosine. Ton maximum, il est. Ta courbure est strictement positive. Mais elle est aussi proche de 0 que 2. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas borné. Ouais, c'est ça, c'est ça le problème, c'est pas borné. Sinon, on aura des segments qui vont être cohérents, mais ça dépend des bornes de notre. Oui, mais dans la constante que tu vas voir, dans la constante, tu vas avoir la courbure minimale. Tu vas avoir ton minimum de courbure de la forme. Enfin, je pense. Et du coup, ça fait que la convergence n'est pas tout à fait uniforme sur l'ensemble que tu dis, mais c'est un petit super. C'est une suggestion, un truc à vérifier. Un petit truc à vérifier. C'est pas le moment de rentrer dans ces détails-là.
Dernière petite question, pour un petit peu situer l'historique de ce travail. Vous êtes parti de l'idée d'estimer la courbure à partir des ensembles, enfin des boules. Est-ce que c'est une idée qui était arrivée au départ de la thèse, ou alors c'est quelque chose qui est arrivé durant la thèse, ou comment ça s'est passé? Parce que c'est des idées qui ont montré leur intérêt, là, vraiment. Moi, j'aimerais bien avoir un peu l'historique, comment c'est arrivé. En fait, c'est dès le début de la thèse, mais en fait, les résultats. Ceux-là, c'est des résultats un peu vieux, c'était de 2007. Enfin, ils ont été mis de manière formelle en 2007. C'est comme ça qu'on d'ailleurs on a vu le papier, on a vu en fait l'intérêt d'utiliser ça, parce qu'en fait, on s'est dit que bah voilà, pour calculer cette intégrale-là, c'est très facile à se donner. Et c'est comme ça en fait que c'est arrivé. On a regardé ça, on s'est dit bah. Donc le rond, tu es dedans. Hein? Le rond, tu es dedans. Ça a commencé un petit peu avant ma thèse. Et en fait, il y avait l'idée de base. Et moi, je suis arrivé, j'avais ce là, et puis du coup, on a regardé, et puis on a vu que ça marchait. Et l'idée d'étudier les points de singularité, c'est arrivé comment? C'est arrivé au milieu de ma thèse, à peu près. Ouais. Parce que c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et je me suis dit, bah tiens, comme on avait déjà vu en fait l'effet de lissage quand on choisissait le rayon, on s'était dit, tiens, c'est marrant parce que ça n'a pas l'air d'être partout pareil. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder les graphes. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que on pouvait en tirer quelque chose. Alors, je vais juste conclure une remarque sur la présentation que tu fais qui est très bien. Et quelque chose qui est très difficile, c'est d'arriver à donner des idées de preuve dans les présentations. Là, tu as une preuve qui est assez compliquée avec 3 termes d'erreur. Tu nous l'as présenté les uns après les autres. Et on a réussi à comprendre, à suivre la preuve à l'oral, et ça, c'est remarquable. Merci pour ça. C'est assez dur, justement, à essayer de tout caser sans trop limiter des choses, de survoler des choses. Merci. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Simon Massimo. Oui, alors je trouve moi aussi que c'est un excellent travail. Le spectre des choses que vous avez regardé est à la fois riche, passionnant, et que vos contributions sont de très très bonne qualité, aussi bien sur les aspects d'analyse de convergence que sur les aspects d'exploitation, mise en valeur numérique, mise en valeur expérimentale dans le cas de ces données de la NR Digital Snow. Donc c'est vraiment un très très bon travail. Alors j'avais 2 questions relatives à la fois à ce que vous avez présenté aux questions des membres du jury. D'abord, sur ce que vous avez expliqué précisément concernant les segments maximaux, donc cette idée que vous avez en 2D, que vous ne savez pas encore trop comment généraliser à la 3D, parce que ça paraît un peu compliqué de faire des plans maximaux. Et on se dit qu'on va considérablement augmenter la complexité de calcul, et que mieux vaut peut-être s'en affranchir. Alors, la question que je me posais, c'est que, vous l'avez dit vous-même, il est difficile sur des données digitales de caractériser de façon extrêmement fine à quel type de données on a affaire, si c'est plat, si c'est lisse, si c'est une singularité. Pourquoi ne pas simplement garder l'ensemble des données que vous avez à différentes échelles, exactement ce que vous avez montré à la fin dans le cas de ce que vous faites sur carte graphique, où vous pouvez changer à volonté la valeur de votre rayon et puis faire un calcul. Et finalement, on a envie de ne pas garder une seule information correspondant à un rayon, mais toutes les informations correspondant à une gamme de rayons, et que c'est à partir de cet ensemble d'informations qu'on va pouvoir classifier. Et d'ailleurs, quand on voit vos courbes de convergence où vous faites votre classification, on voit bien qu'on est obligé de regarder une grande gamme de rayons pour pouvoir dire de quoi il s'agit. Et donc, j'en arrive à ma question. Ce qu'on a envie de faire, c'est précisément de ne pas faire une classification aussi franche, mais de dire, est-ce que, au même titre qu'on fait de l'analyse en composante principale, est-ce qu'on pourrait dire, voilà, j'ai pour ce point-là, au voisinage d'une singularité, par lisse une part de singularité, mais je vais le voir apparaître
parce que je vais analyser différents modes qui apparaissent dans ma courbe, correspondant à différentes échelles, correspondant à différents rythmes d'évolution, et que c'est peut-être l'analyse de ces modes-là qui va faire ressortir si on est vraiment complètement lisse, complètement singularité, ou entre les deux. Enfin, je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous avez pu pressentir au travers de ces courbes. Est-ce que par exemple il y a des courbes que vous avez où c'est pas franchement bleu comme là à gauche, mais il y a du bleu et puis un petit peu de... Justement, oui, on y a beaucoup réfléchi. Ce que je disais à peu près dans les perspectives, c'est qu'il va y avoir des transitions qui vont opérer. Donc là, bon, c'est des exemples bien choisis, mais en fait, là, si on regarde bien, on a des zones bleues, alors que c'est pas quelque chose de lisse. En fait, cette zone bleue-là, c'est on a une perturbation entre la zone plate et la zone singularité. Donc il y a une transition qui va s'opérer. C'est-à-dire qu'au début, on va être sur quelque chose de plat, on va être là. Ensuite, on va commencer à toucher la singularité. Donc on va essayer de se ramener au modèle de -1, qui est un petit peu surélevé. En fait, ce qu'on va faire, on va passer par un modèle de pente en zéro, donc un modèle lisse, pour se recoller à un truc en singularité. Je crois que c'est plus simple. En gros, on aura quelque chose comme ça qui va faire ça, à peu près. Et du coup, on verra ressortir 3 modèles. Donc là, jusqu'à ce rayon-là, c'était quelque chose de plat. Jusqu'à ce rayon-là, c'était entre là et là, c'était quelque chose de lisse. Et là, une singularité. Donc oui, ce qu'il faudrait faire, c'est gérer. En fait, ne pas classifier chaque point dans un des modes, mais plus donner quelque chose qui considère une plus grande le spectre entier, enfin l'ensemble de rayons. Et c'est ce que fait en fait Nicolas Megalo. Il affiche en fait ce genre de choses-là. En fait, c'est à l'utilisateur de dire, bah voilà, je veux que de là et de là. Oui, mais mon propos, c'est que là encore, même avec cette courbe-là, vous allez, selon la gamme de rayons, dire je suis exactement ceci ou exactement cela. Ma question, c'est plus comme on fait en analyse multifractale, par exemple, où on arrive justement à avoir des caractérisations qui sont, pour une même courbe, on a des tendances différentes qui sont représentées simultanément, et pas à des moments différents, au sens moment étant en fait une valeur de rayon. On a tout à la fois, tout le temps, mais avec quelque chose qui est un peu en sourdine et quelque chose qui est majoritaire. Mais le fait d'avoir cette information un peu en sourdine, majoritaire, très majoritaire, permet d'avoir peut-être... Après, je suis d'accord. Après, il faut voir comment on le représente, mais en fait, on se rapprochera un petit peu de ce que les autres font, donc donner juste un score. Donc un scalaire qui va être plus ou moins fort si on est proche de la singularité. Ah oui, mais ça, c'est peut-être un peu dommage. C'est exactement ce que vous avez. Sauf que non, parce que le score, on ne sait pas trop comment l'analyser. Comment l'utilisateur va dire, bah voilà, en fait j'étais sur une singularité haute. Nous, justement, on ne laisse pas le choix, on classifie chaque point nous-mêmes, et c'est pas l'utilisateur de le faire. Parce que, en fait, choisir un seuillage sur ce score-là, c'est en fait rajouter un paramètre pour l'utilisateur, et du coup, il doit connaître la forme en amont. Mais par contre, oui, nous, on a commencé déjà à regarder les transitions qui s'opèrent, comment les intégrer dans le calcul, ou pas, enfin, des choses comme ça. D'accord. Ma deuxième question fait écho à une question qu'a posée Pierre sur les singularités que vous pouvez observer. Donc l'essentiel de vos résultats de convergence sont dans le cas où vous faites l'hypothèse que vous avez une surface qui est convexe, courbure strictement positive. Et du coup, lorsque vous vous placez en un point et que vous comptez la contribution de votre volume intérieur dans une boule, en fait, vous ne tenez pas tellement compte des endroits où se trouvent les points que vous comptabilisez. Je vais vous donner un exemple. Si je reprends cet exemple de 2 cubes qui se touchent par une arête commune, je me place exactement sur l'arête, je prends une boule, et du coup, ça prend les deux, et du coup, c'est exactement le même calcul que je vais faire que si j'avais un seul cube plat et que je me plaçais en un centre de la face.
Donc, du coup, vous allez trouver pour cette arête-là une courbure nulle. Alors, c'est amusant parce que vous parliez des varifold, c'est exactement ce qu'on a pour les varifold, on a ce genre de choses. Mais là, peut-être que vous voudriez avoir une autre caractérisation pour ces singularités. Et donc, ma question, c'est... Voilà, c'est un peu même ça. Exactement. Justement. Je voulais justement vous parler de ça parce que là aussi, on a envie de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas une information d'orientation dans ce cas-là, en disant, je veux comptabiliser certains points, et pas tous, en fonction de l'endroit où ils se trouvent par rapport au point où je regarde. Alors oui, non, mais le problème c'est que ça rajoute un calcul supplémentaire qui est un peu compliqué, entre guillemets. Mais là, oui, enfin, on peut détecter ces cas-là, plus ou moins, et ce qu'on peut faire, c'est un peu, en fait, essayer de reconstruire le patch ici, donc là c'est juste en 2D, mais en 3D on peut essayer de reconstruire le patch, de faire un parcours sur la sphère et d'essayer d'avoir une information sur combien il y a de nombre de points digitaux au-dessous en fait. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça avec les mains, mais il y a des moyens de gérer ce cas-là. Bon, on ne l'a pas encore fait dans le digital, mais il faudrait le faire un jour. Parce qu'une autre façon de faire, c'est d'utiliser cette idée qu'on regarde comment ça évolue autour. Et clairement, cet exemple de l'arête avec les deux cubes, on n'aura pas du tout la même loi de comportement quand on s'éloigne légèrement de l'arête par rapport au cas du cube. Là. Donc là, on verra une nette différence, non pas en un point de l'arête, mais le comportement du point de l'arête par rapport au point voisin. C'est cette différence-là qui permettrait de jouer peut-être là aussi. Oui, je suis d'accord. Enfin, oui, ça pourrait, si on prend sur un contour, enfin, le voisinage, on peut essayer de déterminer à quel endroit on va avoir une rupture d'un coup et essayer de l'analyser. Il faut voir ce que ça donne en pratique, mais on peut utiliser ce genre de technique. Merci. Donc, nous allons maintenant donner la parole à vos directeurs de thèse, en commençant par Jacob Delachaux. Merci. J'ai pas de questions particulières. Je voulais te féliciter quand même pour ton travail. Voilà, ça fait plaisir de voir comme tout ça prend forme maintenant et comme maintenant avec le recul, tu peux voir tout ce que tu as fait au cours de ces années. Ça fait beaucoup de choses, hein. Voilà. Donc, du coup, tu as eu de la peine à faire tenir ça en 50 minutes. Bon, je vois que tu as fait des gros efforts sur les quelques jours qui ont précédé cette soutenance. Je te félicite pour ça. Voilà, je te remercie pour ces bons moments passés ensemble, ces discussions. Quelqu'un avec qui c'est très agréable de travailler. Voilà, c'est une grosse capacité de travail. Continue comme ça. Et puis je vois qu'il y a plein de questions ouvertes encore qui ouvrent des perspectives. Et du coup, là, j'ai envie déjà de quelques idées, tout ça. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà. Merci. Et je donne la parole à David Georges. Je veux aussi te remercier pour ces 3 années. C'était toujours intéressant, super vivant. J'ai appris plein de trucs. C'est maintenant ce que goûter de lire. On va très mal plein de lettres idiotissiales. Non, mais c'était assez amusant par rapport aux origines, aux questions que tu posais hier, l'histoire d'un variant assez gros, c'était des trucs. On avait vaguement fait cette chose-là tout au début de la thèse. On pensait plutôt au début jouer avec ces invariants-là pour tout de suite envoyer sur un truc qui nous semblait un peu plus au bout du jour avec ces plutôt VCM. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec cet outil-là qui est extrêmement simple à mettre en place, on pouvait faire énormément de choses et trouver beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant. Ça, c'était plutôt la bonne surprise. Et voilà, j'ai appris tout ça. Je voulais juste aussi revenir sur 2-3 petites choses. Donc, c'était pas forcément simple, c'est une thèse à mi-chemin critère entre le lama et l'iris, ce qui n'est pas simple. Manque de peau, les directeurs étaient souvent d'accord sur plein de choses. Ça, c'était pas une bonne nouvelle. Et puis, voilà, je veux te remercier pour ton implication sur plein de vie de communauté, au l'iris, sur les
des événements du laboratoire, tu as toujours participé au groupe de travail de géométrie discrète, et tu as toujours vu dans les conférences, donc ça c'est vraiment important que tu aies pu communiquer, tu as une liste de communication très appréciable. Et puis ouais, pour la bibliothèque digitale auquel tu as contribué et qui fait que ces travaux-là perdureront après toi. Voilà, merci. Merci. Et donc je termine en me donnant la parole à moi-même. Moi je suis très content d'avoir eu cette thèse parce que j'ai souvenir d'avoir fait mon stage de DEA sur un sujet où on cherchait à analyser la courbure en faisant une petite boule sur le bord puis en comptant les pixels inférieurs. D'avoir lu le papier de Bullard et Garloxy de 95 à l'époque, donc c'est intéressant de voir qu'il aura fallu 20 ans entre le moment où des gens qui n'étaient pas des informaticiens ont eu cette idée de calculer un array intégral, et puis au moment où, de manière un peu plus propre, on aura pu démontrer une bonne propriété de ce qui à l'époque, malgré quelques éléments de preuve assez quand même humoristiques, qui s'avère ne pas être humoristique et avoir du sens mathématique. Alors j'ai plein de questions, puis on en a volé beaucoup avant que mon tour arrive. Il m'en reste une ou deux. La première qui est un petit peu naïve, c'était de me demander s'il était nécessaire de calculer explicitement en première intention la courbure en chacun des points de la surface, ou est-ce qu'on ne pouvait pas tenter d'échantillonner cette information, et puis partant du principe qu'on a quand même des propriétés de continuité sur la courbure, éventuellement extrapoler, interpoler, en tout cas reconstruire une information de courbure entre ces points échantillonnés. Oui, on aurait très bien pu faire ça. J'essaie de trouver un contre-exemple, mais sauf si, après il faut voir quelle taille d'échantillonnage on prend, mais non, on aurait pu, parce qu'enfin, sauf si on est près d'une singularité, là ça marche pas trop, mais ça peut ne pas trop marcher. Mais non, c'est, on tire aussi parti, on tire aussi profit du fait qu'on récupère en fait une partie des informations précédentes avec les masques. Du coup, en fait, le surcoût en fait, il est quasiment nul. Mais oui, sinon on aurait pu le faire à plusieurs endroits, essayer de déterminer ce qu'il y avait entre les deux. Maintenant, ça demande des outils un peu plus compliqués. Et j'avais une autre question pour rebondir sur une des questions qui vous a été posée, je ne sais plus par qui, sur le fait justement de tenter d'évaluer les zones qui ne sont pas C1 par des informations de courbure. Ça m'a refait penser à des travaux qui avaient été faits à l'époque par Jean Pusquier et Laurent Najman, je crois, qui faisaient de la segmentation de statuettes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas s'ils l'ont publié d'ailleurs. Ils segmentaient donc un objet qui était un objet surfacique, enfin 3D, une surface 2D, et ils segmentaient en fait sur une information qui était une information de courbure, je sais très bien, c'était la courbure gaussienne, où justement ça proposait une solution pour identifier des zones plates qui se rejoignent sur des bords qui n'étaient pas C1. Donc voilà, je m'interrogeais sur si vous aviez réfléchi à utiliser ces approches comme ça, qui sont relativement simples. C'est juste si on regarde, c'est juste celui de la courbure ou des choses comme ça. C'est un peu compliqué de parce que c'est du watershed. Mais voilà, je m'interrogeais savoir si justement pour résoudre ces problèmes de banque, pour l'instant les singularités sont intégrées dans des banques qui effectivement ont souvent des c'est de part et d'autre. Et en plus les bandes on peut les réduire en analysant justement les traces de la courbe. Parce qu'en fait, à un moment ça va justement changer de comportement pour aller au niveau de la singularité. Le moment où il y a le changement, en fait, on sait que là on a touché une singularité. Donc on peut la réduire comme ça. Après, ce qui était plutôt sympa avec notre façon de faire, c'était que justement sur ce genre d'objet-là, ça marche bien. Alors que juste essayer des choses sur de la courbure ou des maximums, en fait, ça aurait beaucoup moins marché au niveau du centre de champ. Donc, ouais, si c'est juste pour réduire l'épaisseur de la singularité,
en fait, on peut le faire déjà facilement avec ce que l'on a comme information. Il faut juste les traiter et les retransférer ensuite dans la classification. Vous parlez de squelettisation, comme Watershed, c'est une forme de squelettisation. Vous connaissiez ces travaux? Comme ça me dit rien. Après, bon, voilà, je suis pas sûr qu'ils aient été publiés. Après, il y a beaucoup de méthodes, genre du. Comment ça s'appelle? John Valley. C'est pas du watershed exactement, mais c'est du même style. En fait, ça se base beaucoup sur les courbures. Et ça marchera pas. Ce type d'objet ne marchera pas forcément. Et toute dernière question, qui suite aussi à une question qui vous a été posée, vous avez interagi directement avec les gens les physiciens de la neige si, je leur ai déjà présenté mes travaux, on faisait des réunions dans le cadre de l'ANR, donc je leur montrais les choses. Je leur ai même montré comment utiliser directement avec les données digitales les estimateurs, comment ils peuvent l'inclure eux-mêmes dans leurs tests. Oui, je leur ai même montré les limitations sur lesquelles il faut qu'ils considèrent. Ils m'ont aussi montré que les problèmes qu'ils avaient, par exemple, là ce sont des objets ouverts. Là, c'est pas visible, mais en fait, parce que nous on a croppé sur les côtés, mais on a des formes, des surfaces ouvertes, et eux, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient en fait sur ces bords, les conditions bords. Et du coup, oui, il y a eu des interactions avec eux directement, parce que c'est pour eux. Enfin, tout ça. Ces effets de bord, vous les avez pris en compte justement dans l'image comme ça? Pas encore. Je les ai. Là pour l'instant, on considère que le bord est plein, donc c'est pour ça qu'on a des arêtes franches qui sont visibles. Mais on a discuté avec eux, puis justement, il y a des modèles qui permettent de considérer les bords. Comme par exemple, on peut avoir une valeur qui s'estompe, puis on se rapproche du bord. Enfin, on peut détecter à quel endroit on va toucher le bord. Donc à quel moment on va commencer à faire de l'erreur. Donc ça, on peut l'indiquer, et eux, ils le savent. Et donc eux, ils peuvent se noter juste au calcul à l'intérieur de l'objet qui ne touche pas le bord. Avec les règles. D'accord. Merci. Donc on a fini avec les questions du jury. Alors la tradition veut qu'on demande si un docteur de la salle veut poser une question. La tradition veut aussi que personne ne pose de questions. Donc nous allons nous arrêter là pour la soutenance et passer à la délibération. Donc nous allons vous demander par contre de sortir de la salle parce que nous délibérons ici.